Salut à toutes et bienvenue à ce 81e numéro de la case du geek l'hebdo. Au programme d'aujourd'hui, nous parlerons de news jeux vidéo, puis ensuite Brice nous fera le test de Splinter Cell Blacklist. Ensuite, nous aurons une chronique rétro, puis Clémence nous parlera de sa sélection des livres de la semaine. Nous enchaînerons sur la chronique des vidéos débiles que nous avons trouvées et sélectionnées sur le net, puis nous terminerons par l'interview de la semaine. Nous vous souhaitons donc une très bonne émission, amusez-vous bien en notre compagnie. Pour ces news jeux vidéo, je serai accompagné de mon ami Brice aujourd'hui. Hello! Et je vais commencer par parler de la version HD de Fable 1, puisqu'en effet il devait ressortir pour la fin de l'année sur Xbox 360 en 2013, fin d'année 2013 normalement pour Noël. Or les développeurs viennent d'annoncer que le jeu serait en fait repoussé en 2014, puisqu'ils estiment avoir besoin d'un peu plus de temps pour le développer. Donc petite déception pour les personnes qui attendaient cette version HD. A noter que Lionhead Studios prépare un nouveau Fable qui lui sera prévu sur Xbox One. Baptisé Fable Legends, il proposera une aventure multijoueur où on pourra choisir d'être soit un héros, soit un vilain. Ça casse. Et puisque nous parlons de sortie jeux vidéo, eh bien mon cher Brice, Puyo Puyo, est-ce que cela te dit quelque chose? Ben pas vraiment en fait. Alors il s'agit d'une saga en fait de jeux vidéo qui est un peu un Tetris-like où en fait on utilise des petits blocs de couleurs qui s'associent et qui est dans une ambiance totalement manga, un petit peu gnangnaise mais assez sympathique finalement comme jeu. Et justement puisque le jeu ressemble à un Tetris, eh bien ils ont décidé de sortir Puyo Puyo Tetris qui sera en fait le mélange de Puyo Puyo et de Tetris. Un crossover donc. Un magnifique crossover entre ces deux épisodes où en plein milieu de partie, eh bien, les règles changeront, c'est-à-dire qu'on passera du jeu Puyo Puyo au jeu Tetris directement comme ça, sans nous prévenir, dans le but uniquement de nous rendre complètement zinzin. Ouais, j'imagine, ouais. Ce jeu est à l'heure actuelle prévu sur Wii U, 3DS, PlayStation 3 et PS Vita pour 2014 uniquement au Japon. On espère donc que ce jeu sera annoncé prochainement en Europe aussi, puisque les épisodes précédents qui étaient sortis sur GameCube étaient tout de même de très bonne facture. Ça promet. Et maintenant dans un style complètement différent, si vous êtes fan de puissants mechas, d'infanterie lourde et tout ça dans un univers de science-fiction, alors ce jeu est fait pour vous, puisque maintenant je vous parle de Titanfall dont de nouvelles images du gameplay viennent d'être dévoilées sur internet. En effet, le prochain FPS de Respawn Entertainment se dévoile de plus en plus et EA a publié en tout cas tout récemment une nouvelle vidéo qui dévoile de nouveaux éléments de la jouabilité de leur prochain FPS, un jeu très attendu par les joueurs et qui en effet à l'image paraît très sympathique. Ma foi oui. Avec des gros mechas qui vont tout défoncer. Par contre c'est une exclusivité Xbox ce jeu. Oui exactement, il n'est prévu que sur Xbox 360, Xbox One et PC début 2014. Ok, donc bon les joueurs de PS4 comme moi dans le futur, eh bien, vous attendrez. Exactement. Voilà donc pour les news jeux vidéo de la semaine. Nous passons maintenant au test que notre ami Brice nous a prévu. Tu vas nous parler de quoi? De Splinter Cell Blacklist, un jeu que j'ai adoré, vous allez le voir, franchement, une bonne pioche. Et on se retrouve juste après pour la fameuse nouvelle chronique rétro. Cobin a craché une info. Crois-le ou pas, mais oui, Nouri a installé une panic room. Mais le hic, c'est que la source de Cobin ne connaît pas son emplacement. Génial. Tu veux attendre? Non. Ça pourrait se révéler avantageux. On n'aura peut-être pas besoin de chercher Nouri s'il se terre dans un coin. Comment forcer Nouri à aller dans sa panic room? On coupe le jus. Tu me donnes accès au poste de sécurité pour trouver la dérivation et tout ira bien. Ça se trouve où? Va vers l'entrée principale, j'envoie tout sur ta montre terminale. 3 ans après la sortie de Splinter Cell Conviction, Ubisoft revient avec un nouvel épisode nommé Blacklist. Cette Blacklist n'est autre que le nom d'une organisation terroriste qui veut une fois de plus mettre le monde à ses pieds. Mais c'était sans compter sur notre Sam Fisher préféré et remonté comme une pendule, qui compte bien leur expliquer sa façon de penser à grand renfort de gadgets en tout genre. Tu peux voir ce qu'il y a dans la planque. Notre agent prend donc la tête de la nouvelle unité Échelon 4. Grosse feature, le QG d'ailleurs prend la forme d'un avion gigantesque nommé le Paladin. Gros hub depuis lequel on accède à toutes les missions. Multi, campagne, coop et j'en passe. On peut même parler à nos collègues et passer un coup de fil à notre chère Sarah. Ce superbe coucou nous permet aussi de personnaliser notre équipement.
D'ailleurs, le paladin peut être amélioré et servir de support aérien. Toutes les missions effectuées rapportent des sous-sous que l'on peut dépenser à sa guise dans l'équipement de Sam. Lunettes thermiques, taser, caméras, grenades et j'en passe. Chaque arme d'ailleurs disposant de bon nombre d'améliorations disponibles. A vous ensuite de choisir votre style, entre furtivité ou bourrinage, sachant que certaines missions vous obligeront à rester invisible aux yeux de vos ennemis. En parlant d'argent, un ennemi caché par niveau, et ne pas le tuer et le livrer à vos collègues vous rapportera un beau pactole. Attention donc aux gâchettes faciles. Élimine-les avant qu'ils déclenchent la bombe. Et sur le terrain, ça donne quoi? En position. En position, je vise le chauffeur. Ok. 3, 2, À vous de voir. En frontal ou par les toits, plusieurs chemins sont praticables, en passant par les bouches d'aération ou sur les tuyaux au plafond, c'est vous qui voyez. L'IA est un peu aux fraises, et il arrive parfois que tuer un garde sous le nez d'un autre ne provoque aucune réaction, alors que marcher sur un paquet de chips à plusieurs mètres, met tous les gardes en transe, ce qui conduit à reprendre le niveau du début, dommage. À ce sujet, les plus impatients comme moi finiront par refaire les niveaux plusieurs fois et de plus en plus à l'arrache pour se rendre compte que cela marche aussi, enfin par moment. Le gameplay reste très agréable, et passer d'une arme ou d'un gadget à l'autre ne pose pas vraiment de problème. Quel plaisir de s'infiltrer dans le dos d'un garde plongé dans l'obscurité avec nos lunettes nocturnes. Si vous blessez un seul de mes hommes, ma collaboration s'arrête là. Je ne veux blesser personne. Avancez. Sam, on dirait que le bluff a marché. Confirme le go. Go. C'est pour moi, pour vos patrons américains. C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. Graphiquement, le jeu est capable du meilleur comme du pire. On voit du pays certes, mais certains niveaux peinent à convaincre, alors que d'autres sont très classe. Allez savoir. On a un problème. Les animations des personnages sont plutôt réussies in-game, alors que les cinématiques sont souvent très cheap, surtout au niveau du doublage français. Je viens d'arriver et ça sent pas bon. La place est infestée de munitions. Le contenu est fort convenable, avec une campagne solo d'une dizaine d'heures et beaucoup de contenu offline et online. Pas mal de coop aussi, ce qui ravira les plus fans voulant jouer avec un pote. En conclusion, Splinter Cell Blacklist reste un bon jeu d'infiltration, même si la possibilité de passer outre la discrétion gênera certains. Très bonne pioche et bonne surprise pour ma part, mention spéciale, comme c'était déjà le cas dans Conviction, pour les objectifs projetés sur les murs. Un niveau dont je tairai le nom, et où je ne vous montrerai aucune image, m'a donné du fil à retordre, et m'oblige à le refaire au moins une dizaine de fois. Mais une fois le chemin appris par cœur, quel plaisir! Pour cette première chronique rétro, j'ai décidé tout simplement de vous parler d'un anniversaire, puisqu'il s'agit d'un jeu qui est sorti le 12 septembre 1998 au Japon, quelques temps après sur notre bon vieux continent. Et donc aujourd'hui âgé de 15 ans. Il s'agit en effet, vous l'aurez probablement deviné, de Pokémon version jaune. Premier volet à conclure une génération, ce jeu est sorti à l'époque sur Game Boy, dont la trame principale était en fait exactement la même que dans Pokémon rouge et bleu, ou alors bleu et vert au Japon, présentant tout de même quelques différences par rapport à ses prédécesseurs. Il fallait bien en effet convaincre le nonchalant et le client de dépenser son pognon dans cette énième version Pokémon. Parmi ces différences notables, nous remarquerons par exemple qu'il n'y avait pas de choix au niveau du starter, puisque l'on nous collait directement dans les pattes un Pikachu qui nous suivait tel un gentil petit animal de compagnie partout, absolument partout. A noter que ce principe sera repris dans Pokémon Earth Gold et Soul Silver, remake respectifs des versions Or et Argent, où n'importe quel Pokémon en première position dans votre équipe vous suivait absolument partout, là encore une fois. Parmi les autres différences, il y avait par exemple aussi le ton des couleurs qui changeait en fonction du lieu où le joueur se situait. Grosse progression par rapport aux versions rouge et bleu, où là par contre tout était rouge et bleu. Il faut aussi noter que les sprites des Pokémon et des personnages étaient différentes, en effet quelques variations pouvaient être observées. Certains éléments de décor avaient été aussi modifiés et légèrement affinés, tels que par exemple les portes des maisons, les panneaux, les rochers qui délimitaient la zone de jeu, les arbres avec des sommets un peu plus pointus. Les dresseurs se servaient quant à eux de stratégies un petit peu plus perfectionnées et qui du coup devenaient un petit peu plus difficiles à battre. Le fameux bug qui permettait de rencontrer des Pokémon d'un niveau supérieur à 100 avait été corrigé et supprimé.
Et pour les fans de Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, eh bien ces 3 starters étaient disponibles sur la cartouche Pokémon jaune. A noter aussi que la ville de Lavanville a gardé toute sa gloquitude, que ce soit dans le graphisme, dans ce que l'on pouvait y trouver, mais aussi concernant son thème. Et bien entendu, un gros big up aux graphistes de chez Game Freak qui ont décidé, on ne sait pourquoi, que les arbres ressembleraient à ça. Sauf ceux que l'on peut couper avec une fameuse technique afin d'accéder à de nouvelles zones qui eux ressemblaient à une sorte d'os planté dans le sol avec des poils pubiens par-dessus. Beaucoup de gens ont été bloqués par ces arbres. Bref, malgré un graphisme qui a plutôt mal vieilli, Pokémon Jaune est et reste un jeu de bonne qualité, avec une durée de vie raisonnable et qui permet en plus de capturer le fameux Pokémon Mew, et ce sans le moindre action replay. Un jeu donc nécessaire pour tous les fans de Pokémon ou les personnes qui aiment les RPG sans prise de tête véritablement. Voilà donc pour cette chronique des jeux rétro, et je vous propose maintenant de passer à la chronique que Clémence nous a préparée avec sa sélection des livres de la semaine. Pour cette chronique des sélections livres de notre amie Clémence, eh bien, que nous as-tu choisi pour aujourd'hui? Je vous ai choisi 2 livres, La légende de Final Fantasy VIII aux éditions Pixel Love, qui donc sont des éditions qui font des livres sur les jeux vidéo. Donc celui-là est, vous l'aurez compris, sur Final Fantasy VIII, il décrypte le jeu, les différentes théories. Qui était sorti sur quel support? Sur PlayStation 1, dans les années 90. Il avait brillé à l'époque par certaines scènes, notamment la scène du bal. On s'en souvient tous. Très beau. Qui pour l'époque envoyait du pâté, hein, ça fera rire les jeunes joueurs habitués à la HD si on voit la vidéo sur internet. Mais à l'époque, sachez, jeunes petits, que c'était très bien pour nous. À l'époque, on était un peu wouh. Donc celui-là, voilà, décrypte les théories des fans, parce que c'est un jeu qui a fait beaucoup couler d'encre. Donc c'est très sympa. En plus, c'est écrit par un copain hein, qui est un fidèle auditeur de l'émission à l'époque où c'était encore une web radio. Donc c'est La légende de Final Fantasy VIII aux éditions Pixel Love de Rémi Lopez. C'est vraiment très sympa, et si vous êtes un fan de la saga Final Fantasy VIII, jetez-vous dessus, c'est à avoir dans votre bibliothèque. Parce que Final Fantasy VIII est vraiment un jeu qui a été méconnu et assez décrié, parce qu'il y a une grande histoire d'amour. Oui. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas le fils caché, mais il y a les pour et il y a les contre. Et qui restera, à l'heure actuelle, toujours un de mes Final Fantasy préférés. Et oui, par contre, soyez prévenus, les éditions de Pixel Love, ça coûte extrêmement cher d'avoir les droits des images. Donc à chaque fois dans les éditions Pixel Love, il n'y a pas d'image, ce n'est que du texte. Donc voilà, si lire ça vous casse les couilles, c'est pas la peine. Donc un livre recommandé par Clémence? Oui. Allez, livre suivant. World War Z, vous en avez certainement entendu parler puisque le film avec Brad Pitt est sorti l'été dernier. Et ce qu'on sait moins, c'est que c'est adapté d'un livre. Si vous êtes fan de zombies, vous connaissez forcément le guide de survie en territoire zombie. Forcément. Qui est écrit également par Max Brooks, qui est donc celui qui a écrit World War Z. Un livre, si vous êtes fan de zombies, et même si vous ne l'êtes pas, à lire. Parce que moi, j'ai jamais été une grande adepte des zombies. Je l'ai lu parce que j'avais envie de le lire avant d'aller voir le film. Et c'est génial. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est-à-dire que c'est après la guerre des zombies. C'est un scientifique qui compile tous les témoignages sur les zombies pour que les générations futures puissent lutter et avoir les clés en main pour savoir comment se débarrasser des zombies. Donc c'est toute une suite de témoignages très touchants, certains assez gore, enfin vraiment c'est... Puis c'est d'une logique implacable et c'est assez subversif derrière parce qu'il y a une vraie morale en fait sur la société actuelle. Donc, j'allais dire le guide de survie en territoire zombie, non. World War Z, un livre à avoir également dans votre bibliothèque à mettre entre toutes les mains, tant qu'elles ne sont pas trop jeunes, parce que comme 2-3 scènes d'éviscération, sinon ce ne serait pas drôle. Ah bah non, que seraient les zombies sans éviscération et trucs bien gore par-ci par-là. Sinon c'est pas drôle. Par contre, si vous avez lu le livre ou que vous lisez le livre avant d'aller voir le film, soyez prévenus, le film World War Z n'en a que le nom. Le film n'a strictement rien à voir avec le livre, si ce n'est qu'il s'agit de zombies. Voilà. Donc, autant le film, vous pouvez passer dessus, le livre, jetez-vous dessus, il est vraiment génial. Très bien, merci Clémence pour cette chronique de tes sélections livres de la semaine. Et on passe maintenant à la chronique des vidéos débiles du net. Pour ces vidéos débiles du net, je vais vous parler d'une date, puisqu'il s'agit en effet du 15 mars 2013. Est-ce que mon petit Brice, cela te dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, eh bien c'est... Vous avez vu, j'ai bossé cette semaine. Ah oui, c'est beau.
Eh bien, sache qu'il s'agit de la date qui a marqué bon nombre d'internautes, puisque c'est la date où MSN Messenger s'est arrêté. Ah oui, ok. MSN, donc, qui est sorti à l'époque en 1999, 22 juillet précisément, qui a ensuite changé de nom pour MSN, enfin Windows Live Messenger, et donc qui a été arrêté par Microsoft suite au rachat de Skype pour 8,5 millions de dollars. Milliards de dollars. On rajoute des petits zéros, allez, on se fait plaisir. Oui. Donc évidemment, ayant deux logiciels d'appel différents, Microsoft a décidé d'en supprimer un, MSN qui était devenu un petit peu obsolète et qui avait légèrement mal vieilli. Mais cependant, la fin de ce logiciel ne s'est pas faite sans humour, puisque Windows Live, enfin Windows France a décidé avec son équipe de réaliser l'interview de Buddy. Tu te souviens Buddy, le petit personnage vert qui devenait rouge quand on était occupé? Ah oui, voilà. Je me suis peu servi moi des MSN. Ah ben pourtant que de souvenirs, MSN que de souvenirs. Eh bien je vous propose donc de découvrir en images cette interview réalisée par l'équipe de Windows France. Nous le connaissons tous, et pourtant c'est la toute première fois qu'il donne une interview. Alors Messenger, bonjour. Alors Messenger, pourquoi avoir décidé de nous parler aujourd'hui? J'ai toujours voulu rester discret sur ma vie privée. Quand on est une star comme moi, on doit protéger sa famille. Mais bon, maintenant que je pars à la retraite, j'ai moins peur de me faire emmerder. Alors on va revenir maintenant sur votre parcours. Vous avez commencé votre carrière en 1999, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Au début, j'avais gardé mon vrai nom, MSN Messenger. À peine un an, j'avais déjà des millions d'utilisateurs. Ah ça, j'en balançais du LOL. Alors justement, puisqu'on parle de LOL, nous allons revenir un instant sur votre fameuse interface qui va, je pense, à tous nous rappeler de très bons souvenirs. Donc on voit ici votre fameuse fenêtre, où on pouvait choisir sa typo, sa couleur, envoyer des photos. Voilà comment j'étais soirée. Et puis bien sûr, modifier votre photo, choisir parmi de très nombreux smileys, les fameux émoticônes. Alors avec le recul, comment vous expliquez ce succès? Pardon. Avec l'âge, j'arrive plus à rester en ligne aussi longtemps qu'avant. Toi-même, tu sais. Les raisons du succès, je dirais que j'ai été un des premiers entremetteurs modernes. Ta MSN, c'était la première question qu'on posait. Et je peux dire sans me vanter que j'ai dû en aider un sacré paquet à pécho. Alors, en août 2004, c'est 135 millions d'utilisateurs de par le monde, 5,5 millions rien qu'en France. Est-ce qu'on peut parler de réel phénomène de société? Mais grave, j'avais un statut pour tout. Il y avait partie manger, pour ceux qui étaient obligés de lâcher l'ordi. Occupé, pour ceux qui voulaient pas être emmerdés. Mais moi, ce que je préférais, c'était les whiz, pour vous rappeler que la conversation était pas finie. C'est vrai que c'est mal poli de pas répondre. Du coup, il y en a que je vous ai vénère. Bref, c'était l'époque XPTDR, quoi. Et alors aujourd'hui, votre décision est prise, j'imagine. Est-ce que vous partez sans regret? J'ai fait mon temps. Maintenant, je vivrai dans la mémoire de chacun de mes utilisateurs. C'est beau ce que vous dites, Messenger. Un petit mot pour Skype, votre successeur? Je suis sûr qu'il va tout déchirer et prendre mon flambeau pour prolonger l'expérience Messenger. Il est bien équipé niveau innovation pour ça. C'est un bon gars. Puis bon, c'est un peu grâce à lui si je peux kiffer ma nouvelle vie. Une petite vie pépère. Je vais me caler quelques bons gueuletons chez moi. Je vais me faire plaisir avec mon nouveau home cinéma. Je viens de finir d'installer les enceintes. Ça crache vénère. Puis je vais m'entretenir un peu, histoire de rester beau gosse. Voilà, je voudrais juste vous dire merci à tous. On s'est bien marré. Maintenant, il est temps pour moi de partir. Allez, tchuss. Et donc Clémence m'a rejoint afin de pouvoir interviewer Damien, président de l'association donc Pandora, et Chloé, donc, qui s'occupe de la communication. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose de vous présenter un petit peu, d'expliquer ce que vous faites au sein de cette association.
tous les deux. Je t'en prie. Donc du coup, l'association Mandora a été créée en 2002. On faisait à la base des soirées cinéma. Et à partir de 2005, on a créé le festival Animasia sur les cultures asiatiques, qui est le seul festival de cette envergure environ dans l'Aquitaine. Et aujourd'hui, c'est une mini-édition Animasia, et c'est la 9e année. On fera Animasia en 2013, en septembre, en septembre de test. Et là, c'est une mini-version commandée par la ville du Hayan, qui voulait développer un petit peu l'Asie le temps d'une journée. Très bien. Et donc, toi, président de l'association depuis le début? Oui, j'ai fondé l'association avec deux amis, Pavel Visor et Guillaume Hibert, qui sont toujours membres du bureau. Et donc, effectivement, Animasia en suivant à partir de 2005 et d'autres projets qu'on pourra développer tout à l'heure. Très bien. Et donc, alors, petite question peut-être que les gens peuvent se poser. Qu'est-ce qui pousse les gens et qu'est-ce qui les motive à créer une association telle que Mandora? Quel a été pour vous le déclic de se dire, tiens, on est peut-être entre potes, on s'amuse, on va passer un petit peu plus professionnel? À la base, comme tu disais, c'est une histoire d'amitié, donc on était trois amis qui se connaissaient depuis fort longtemps. Et puis l'envie un peu de mettre une entité juridique sur un projet, et c'est de là qu'est né Mandora en fait. D'accord. Et alors, donc aujourd'hui c'est le festival Animasia, si je ne me trompe pas, il s'agit de la 8e édition. Alors, comme elle a expliqué Chloé tout à l'heure, en fait, on est sur deux choses différentes. Animasia, la 9e édition aura lieu en septembre à Pessac. Et là, effectivement, c'est une commande particulière de la mairie du Hayan. Donc nous, on a décidé d'exporter Animasia en version mini, en version chibi, pendant une journée au Hayan. Donc là, c'est sur une première version ici. Parce que l'idée, ça sera de pérenniser la chose année après année. Bien, très bien, d'accord. Et quand vous avez lancé, alors Mandora a été créé pour faire Animasia ou à la base c'était une association puis un jour vous vous êtes dit tiens et si on faisait un festival des cultures asiatiques? Et Mandora en fait ça a été créé, c'est Culture d'ici et d'ailleurs, donc l'idée c'était d'être un peu un laboratoire vivant pour permettre aux gens d'amener des idées et des projets, de les développer. Donc c'est de là qu'est né différents projets. Mylène qui est pas loin, on a lancé Mandorine également, c'était en 2008. On a également Ocean Crew, enfin il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui vont être développés dans cette prochaine année. Et évidemment l'événement phare et notre vitrine aujourd'hui c'est Animasia. Et quelle a été la réaction déjà? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver une ville, une salle où faire Animasia et quelles ont été les réactions? Parce que c'est vrai que maintenant on a du mal à se le dire parce que beaucoup de communes recherchent ce genre d'événement. Mais il y a 9-10 ans c'était quand même peut-être moins démocratisé que maintenant où presque chaque ville a un festival des cultures asiatiques, des jeux vidéo. Mais historiquement notre lien, en fait, notre siège social est à Pessac. Donc naturellement on s'est retourné vers la ville de Pessac. Et ça a été relativement simple en fait de trouver le local et la salle. Mais c'est vrai que par contre, par rapport au festival, par rapport à sa portée, par rapport à la thématique, les gens étaient dubitatifs. Mais dès la première édition... Parce qu'à l'époque, il y avait une dizaine d'événements en France sur la thématique asiatique. Aujourd'hui, on en a 250 événements par an. Donc c'est énorme. Nous, ça fait un moment qu'on existe, mais c'est vrai qu'il faut se faire sa place. Donc on est un peu les seuls en Aquitaine, donc c'est bien bon à la nôtre. Et lors de la Foire internationale de Bordeaux, vous avez été appelé donc, pour participer à l'organisation de cet événement. Est-ce qu'on peut parler un peu d'une consécration quand on commence à être reconnu et à être appelé comme ça pour participer à de gros projets? Mais ça fait plaisir. Ça veut dire qu'en tant que bénévole, alors qu'on fait tout avec des petits bouts à droite à gauche, les gens qui sont disponibles quand ils peuvent en dehors de leur travail ou de leurs études, on arrive à faire des choses assez importantes, assez bien construites pour qu'on fasse appel à nous pour des projets comme la Foire internationale. Et cette année, on y retourne très certainement, donc ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir d'y participer parce que ça nous professionnalise encore plus de participer à ce événement. Oui, c'est vrai que Célie, en tant que bénévole et puis fondateur aussi de l'association, c'est vrai que tu parlais de consécration, je n'irai pas jusque-là, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est un juste retour sur le travail qui est effectué depuis maintenant 10 ans. Et on se dit que ouais, ce qu'on propose, c'est de la qualité, ça donne envie, et du coup, on nous sollicite de plus en plus pour d'autres événements. Donc effectivement, c'est appréciable, c'est agréable. Très bien. Alors, en général, c'est le moment où je commence à faire mon marque Olivier Fogiel avec les questions plus désagréables. Est-ce que juste avant que vous partiez en claquant la porte, Clémence a des questions à vous poser Une question gentille et mignonne. Animasia, alors ça c'est un peu personnel comme question. Animasia en termes de communication, ça marche comment? Parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi qui connais le festival depuis un petit moment, je vois la différence de communication. C'est que maintenant, voilà, vous avez des belles affiches sur des grands panneaux, des flyers, des petites annonces sur la radio. Comment ça marche? C'est vous qui, à force, avez réussi à avoir
plus d'argent pour le payer, ou est-ce que c'est en partenariat avec la mairie qui vous finance, qui vous fournit donc les sucettes, c'est les affichages, les abribus de la commune, ou est-ce que finalement vous êtes obligé un petit peu de joindre les bouts pour réussir à imprimer tous les flyers qu'il faut? Ça dépend. C'est que jusqu'à il y a 3 ans, c'était un peu assez la galère, on va dire, de pouvoir communiquer à grande échelle. Et là, plus ça va, donc plus il y a cette histoire de consécration et plus on se fait un petit peu entendre, donc on montre qu'on est là. Donc plus on reçoit d'aides, mais c'est pas des aides financières, c'est toujours de la contrepartie, PSA qu'on tape un peu dans les murs, on dit bon voilà, ça fait longtemps qu'on existe, vous voulez bien nous faire un petit coup de main, et puis effectivement c'est comme ça que ça marche. On sait que l'année dernière, c'était la première fois qu'on paraissait en fait sur les panneaux JCDecaux ou Carte Chanel, puisque la ville de Pessac nous a proposé d'utiliser les panneaux qui s'utilisent pour d'autres événements de la ville. Et là, le Haillan, pareil, dans le budget qui était alloué à l'association, nous a proposé de faire la publicité pareil, sur les 4x3, donc on a dit évidemment, bien sûr. Mais c'est seulement parce que voilà, on est sollicité à droite et à gauche, mais de nous-mêmes, on ne pourrait pas, avec notre financement propre, réaliser ce genre de choses. Donc c'est vraiment en acceptant de travailler pour la ville. Et on est quelqu'un qui on a des partenaires du bruit ensemble. Mais voilà, c'est le chauffeur de salle derrière, sachant qu'on n'a pas de subvention vraiment allouée à l'association et qu'on fait qu'avec nos propres moyens, on travaille en autofinancement, c'est vraiment en travaillant avec la ville qui, elle, nous accorde ses panneaux pour faire notre communication. Et toujours sur les affiches, comment ça se passe? Parce que je me souviens d'une année où c'était l'artiste Misty Gris qui avait fait l'affiche. Et maintenant, donc, qui est-ce qui fait les affiches? Est-ce que c'est des artistes de la ville? On reste sur le même principe. Après, c'est pas simple de trouver des artistes qui ont envie de faire l'affiche gracieusement, parce qu'on ne paie pas les gens, parce qu'on n'a pas de budget. Donc on est toujours sur ce principe-là depuis le début. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais du coup on essaye d'avoir des gens plus ou moins connus, parce que du coup pour nous l'image du festival, c'est vrai que d'avoir Misty Gris par exemple c'était quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'elle était partout à l'époque où elle nous a fait l'affiche. Donc on essaye d'avoir des gens du milieu. Après c'est pas toujours le cas, l'année dernière c'était pas le cas, c'était un graphiste qui aime bien notre thématique mais qui n'est pas forcément fan, etc., qui a proposé de nous aider. Donc on a dit banco, l'affiche était magnifique, donc ça fonctionne bien. Donc chaque année, voilà, on fait un peu avec ce qu'on a. Après on a des illustrateurs qui nous contactent, des fois ça se réalise, des fois pas. Donc c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance, parce qu'il y a le fait qu'on ne puisse pas nous rémunérer les personnes. Par contre évidemment sur place elles peuvent dédicacer, proposer tout ce qu'elles fabriquent à côté. Donc il n'y a pas de souci sur ce côté-là, mais on ne pourra pas avoir un grand nom de dessinateur. Ça par contre c'est compliqué. Bien, alors on va passer maintenant au moment le moins agréable, puisque j'ai fait un petit tour sur internet de ce que l'on disait concernant l'association et principalement les festivals. C'est là je m'en vais. C'est ça, oui. On peut partir en cours. Festival Animasia. Et alors, plutôt une bonne chose pour vous, j'ai trouvé que très peu de critiques, contrairement à d'autres salons, donc ça prouve quand même un engagement de notre part très sérieux. La seule chose que j'ai trouvée, c'est concernant le festival de 2011, qui s'était déroulé au mois d'octobre, où beaucoup de personnes ont reproché le fait qu'il y ait des activités en extérieur sous tonnelle, puisque à première vue, ces jours-là, vous êtes évidemment tributaire du temps, mais il faisait extrêmement chaud. Et du coup, les gens ne supportaient pas de rester sous les tonnelles pour, par exemple, le nail art ou ce genre de choses. Est-ce que ce sont des remarques qui vous ont été faites, remontées, dont vous avez tenu compte pour les salons suivants? Ce qui est le cas, tu as pris l'exemple du nail art qui était effectivement en extérieur en 2011. Pour 2012, elles étaient de nouveau à l'intérieur, donc on n'avait pas ce souci de chaleur. Et après, il y a effectivement l'aléa climatique qui est très important. Sur une salle comme Belgrave, on est dans l'obligation d'exploiter l'extérieur. S'il pleut, s'il y a une tempête, s'il fait très chaud, c'est quand même compliqué. Mais voilà, tant qu'on ne travaille pas dans l'événement en tant que tel, on ne se rend pas compte en tant que visiteur. Mais c'est quelque chose qu'on ne gère pas et qu'on ne peut pas gérer. Donc on essaye de limiter justement les impacts du temps, mais on ne peut pas les limiter à 100%. Donc là-dessus, j'ai pas de solution. Voilà. J'imagine, mais il est important quand même de le dire. On peut proposer des danses du soleil tous les vendredis avant le festival. Peut-être que ça marche. On peut faire le parallèle avec ici. Là, on avait prévu beaucoup de choses en extérieur et on a dû annuler la totalité des événements qui se déroulaient à l'extérieur. On les a déportés. Voilà. C'est dommage pour le côté un peu sexy dehors, mais c'est sexy dedans. Bon. Alors, l'autre chose dont je souhaitais parler, c'est que vous êtes donc axé sur la culture asiatique. Le but des festivals est de faire découvrir au public la culture asiatique. Mais quand on observe globalement le panorama de salons qui est organisé en France, et y compris donc sur Bordeaux, c'est principalement de la culture japonaise. Les salons qui vont essayer de faire plus spécifiquement de la culture manhwa, par exemple, qui est injustement traitée de manga japonais, ou alors plutôt de parler de la culture chinoise.
sont des salons ou des festivals qui ont plutôt tendance à ne pas trop marcher. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Est-ce que vous essayez tout de même de traiter vraiment de la culture asiatique d'une manière très large? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme de vraiment s'enclaver uniquement dans un seul aspect culturel de l'Asie? Alors, je pense qu'on va répondre tous les deux là-dessus. Effectivement, je suis d'accord avec toi, en général en France, au niveau des conventions, c'est très stéréotypé, et c'est vraiment dommage. Par contre, nous, si tu veux, quand on aura des retours au niveau des sondages, qu'est-ce que demande le public en général? Plus de magasins. Alors je t'avoue que quand tu programmes le festival, c'est un peu déroutant. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau d'Animasia, Animasia, c'est donc le festival asiatique dans son acception globale. Alors effectivement, il y a des pays qui ressortent, évidemment le Japon, la Corée et la Chine, qui sont très prégnants chez nous, et surtout le Japon. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est depuis 4 ou 5 ans, on a mis une thématique. Donc cette thématique-là doit ressortir au niveau des conférences, au niveau des stands et autres. Et on essaye, quand c'est possible, de faire la part belle à des associations humanitaires, caritatives et culturelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture coûte très cher. Comme l'a dit Chloé, aujourd'hui on s'autofinance. Pour revenir sur le festival de l'année dernière, que j'ai trouvé qui était le mieux organisé au niveau logistique et autres, par contre ça a été celui qui était le moins intéressant culturellement parlant. Parce que limité financièrement, on a dû faire des choix. Voilà. C'est plus pop culture que culture asiatique de manière globale. Il y a 51 pays en Asie, on ne peut pas tous les traiter. L'année dernière, on avait vraiment visé le Japon en se disant on est sûr de monter un festival qui tient la route. Après, on fait des coups. Et est-ce que le fait d'avoir vraiment visé uniquement le Japon pour ce salon-là vous a permis un apport de public plus important que les salons précédents? C'est difficile à mesurer, mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu l'effet foire, qui était sur cette thématique Japon, et donc on l'a fait en cette continuité-là, mais le Japon effectivement est beaucoup plus porteur que le Bhoutan ou d'autres pays d'Asie. Après, nous, on essaye de se différencier parce qu'on n'est pas, enfin, on s'intitule pas convention mais festival parce qu'on essaye de mettre vraiment tout ce qui est prestations scéniques et autres en avant. C'est-à-dire qu'il y a de la représentation, c'est pas une manifestation avec seulement des boutiques et puis 2-3 personnes qui sont en dédicace, on essaye de s'ouvrir au maximum. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas trop le nom de convention. Après, forcément, on essaye de faire ce qui marche aussi parce qu'on a un public à faire venir, mais on essaye aussi d'avoir une conscience et de se développer au maximum. Donc l'année dernière, il y avait un stand sur le Népal. Donc voilà, c'est sur le Tibet, donc c'était quand même assez précis, assez différent. Après, effectivement, il n'y a pas forcément énormément d'associations extrêmement précises qui connaissent le festival ou qui sont prêtes à se déplacer ou qui peuvent venir le temps de 2-3 jours retenir un stand. Donc on essaye de faire au mieux, chaque année de s'améliorer. On fait ce qu'on peut. Bien, merci. Est-ce que ma compagne d'interview a des questions encore peut-être à poser à nos invités? J'ai une dernière question. Pourquoi avoir choisi que ce festival-là soit gratuit, sachant que les autres éditions ne l'étaient pas? C'est vrai que c'est assez surprenant de voir que celui-ci est gratuit, alors que finalement il est d'aussi de bonne qualité que les autres, il n'est pas spécialement plus petit. Il est quand même plus petit, oui, il y a quand même beaucoup moins d'activités. Tout simplement parce que c'est une première édition au Haillan, c'est la première fois qu'on exploite ces salles et ce territoire, donc il y avait une vraie inconnue. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une aide de la mairie du Haillan, donc on n'a pas besoin de s'autofinancer sur ce principe-là. C'est une commande en fait. Le Haillan, donc il nous semblait logique que ça soit gratuit pour le public, tout simplement. Voilà. Et donc pour finir cette interview, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter le festival de l'année prochaine, Animasia 2013, mais Animasia à la salle Belgrave? Quelle date, le thème? Une avant-première. Une petite avant-première. Donc ça sera le 28 et 29 septembre, donc c'est un samedi et dimanche. On sera sur une thématique jeux vidéo. On peut d'ores et déjà vous dire aussi qu'on va créer le premier forum de l'emploi numérique. Donc il y aura une première édition qui sera intégrée au festival. On a prévu beaucoup de guests et normalement ça devrait être le festival le plus abouti. On va revenir sur l'extérieur, on va beaucoup développer l'extérieur. Donc je compte sur toi pour faire la danse du soleil. Je vous promets que je le ferai en effet pour ce salon-là. Donc voilà. Mais juste pour finir, je reviens sur quelques points. Mylène, qui est pas loin, s'est occupée de la partie culturelle pendant longtemps et avait très bien fait les choses. Sauf que le public en général, et peut-être vous, ne prenez pas le temps au moment d'aller voir tous les stands, de poser les questions et d'aller chercher. Parce qu'on a eu des choses très très pointues. On avait fait il y a 4 ou 5 ans une conférence sur les bouddhas en Afghanistan. C'était un conférencier international qui s'était déplacé. Je crois qu'on avait fait 20 ou 25 personnes sur cette conférence-là, ce qui commence à être intéressant malgré tout. Mais donc on a quand même pendant de nombreuses années proposé vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et je crois que le public aussi manque de curiosité, manque d'allant. Et les gens vont chercher un peu trop les stéréotypes.
Donc certes, on a une vraie implication et un vrai rôle, mais le public aussi doit prendre conscience qu'un festival, il faut aller chiner, il faut aller chercher, il faut créer l'échange, quoi. C'est vraiment important. Mais mea culpa pour 2012, on était sur quelque chose de plus pop culture et ça je l'assume complètement. Voilà. Bien, très bien. Je compte sur toi. On vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette interview. On vous remercie de vous être prêté à ce jeu. J'espère ne pas avoir été trop désagréable quand même. Absolument pas. Avec ces questions sur la pluie. On sait jamais. Quand on ne gère pas la pluie. Exactement. Et bien c'est en cours de préparation. Et on se retrouve donc pour une prochaine interview lors d'un prochain salon. Salut à tous. Bye bye. Bye. Voilà donc pour ce 81e numéro de la case du Hebdo. On vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis, toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à laisser des commentaires afin que nous puissions bien changer 2-3 choses ou alors faire des trucs que vous auriez envie que l'on fasse. Donc cela reste pas sale, hein, Tout à fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas, geekez bien. Salut à tous. Bye bye. Ah bon? On a fini là? Bah là, du coup oui, parce que là pour le truc du porno, moi je voulais faire avec Clémence, tu penses, hein, forcément il y a un truc de cul donc c'est pour elle.